Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Malifaux. Une vidéo où on va découvrir un petit peu ce que c'est que cette Société des Explorateurs, la nouvelle faction de Malifaux, qui est sortie il y a peu. Alors j'aurais dû et pu faire cette vidéo beaucoup plus tôt. Bon, j'ai eu des petits soucis, des choses comme ça. Mais là, ça y est, cette vidéo arrive. Il a fallu lire tout le bouquin, recouper avec les infos qu'on avait dans d'autres livres. Et c'est un bouquin qui est assez épais, mine de rien, qui est un peu plus gros que les livres de faction habituels. Là, il fait 164 pages. Voilà. Je remercie au passage Weird qui a eu la gentillesse en fait de m'offrir ce bouquin, qui devait me l'offrir, qui devait me l'envoyer en fait en avance pour que je puisse couvrir la sortie du jeu, etc. Et finalement, c'est vrai que le mois de novembre, juste avant Noël, les courriers internationaux, tout ça, machin, le bouquin est arrivé mi-janvier, donc c'était un petit peu compliqué. Donc, la Société des Explorateurs. Qu'est-ce que c'est donc? La Société des Explorateurs, elle a été fondée par Lord Cooper, qui est un expert chasseur, on va dire, qui a chassé toutes les plus grosses créatures, tous les plus gros prédateurs. C'est ça qui l'intéresse, hein, c'est d'être au-dessus des plus grands prédateurs sur Terre, et qui du coup commence un petit peu à s'ennuyer. Heureusement pour lui, il y a l'ouverture de la brèche et la découverte de Malifaux avec une faune assez extraordinaire qui va raviver en lui la flamme du chasseur. Il va monter la Société des Explorateurs, donc c'est vraiment lui le fondateur, et il va partir un petit peu comme ça en quête de nouveautés, en quête de nouvelles créatures à chasser, en s'entourant d'experts autour de lui pour améliorer ses chasses. Mais il n'y a pas que ça dans la Société des Explorateurs. Il faut voir ça comme une sorte de club de gentlemen, un petit peu ce qui se fait à la fin du 19e siècle. Ce sont des gens qui ont envie de découvrir, ce sont des gens qui s'ennuient, souvent des gens très riches d'ailleurs, qui s'ennuient car il n'existe plus de secrets sur Terre. Toutes les terres ont été découvertes, tous les océans ont été visités, toutes les îles ont été trouvées, toutes les créatures ont été répertoriées, tout a été chassé, tout a été dompté. Voilà, le monde est à la merci des humains. Les humains en ont fait le tour. La Terre est désormais totalement sous contrôle. Donc on s'ennuie un petit peu. Voilà. Et l'ouverture de Malifaux, c'est l'occasion en fait de repartir à zéro. Repartir en quête de nouveaux territoires, découvrir de nouvelles espèces, les chasser par exemple, ou voire même découvrir des lieux, découvrir l'histoire de ces lieux, faire des recherches, découvrir de nouveaux matériaux. Voilà, c'est un peu tout ce côté explorateur, nouvelle découverte, être les pionniers de tout ça, être les pionniers d'un nouveau monde, être les premiers à faire quelque chose, à découvrir cette chose, à aller plus loin que les autres, à gravir les sommets les plus hauts, etc., etc. C'est vraiment ça, l'idée derrière la Société des Explorateurs. Alors, ce livre va commencer par plusieurs nouvelles qui sont super intéressantes. Je ne vais pas vous détailler ici. Peut-être qu'un jour, il y aura une vidéo pour parler des différentes nouvelles. J'hésite entre faire une vidéo où je les lis, que ce soit celle de ce livre ou celle des autres. À chaque fois, vous avez des nouvelles dans chaque livre de faction. Elles sont super chouettes, je vous conseille de les lire. Je ne sais pas encore si je vais faire une... j'ai envie de tirer des vidéos de ces nouvelles. Peut-être quand j'aurai fini de présenter tous les mots-clés, ce qui est déjà assez long à faire. Je ne sais pas encore du coup si je fais quelque chose où je lis les nouvelles et peut-être en demandant à des intervenants de faire les voix des différents personnages, ou alors si je fais un résumé de la nouvelle pour vous raconter un petit peu les faits, de choses très factuelles en fait. Là je passe ces différentes nouvelles qui sont très intéressantes, je vous invite à aller les lire. Il y a une nouvelle sur Gretchen Janus qui est la nouvelle chef, je vais venir juste après, de la Société des Explorateurs. Il y a une nouvelle sur Lord Cooper, là, qui est juste ici. Et il y a une nouvelle sur le navire HMS de Maxine. Voilà. Et il y a aussi une nouvelle, j'ai oublié, aussi une nouvelle sur Jedza, avec Jedza et Bass, Cornelius Bass, et aussi avec elle. Voilà. On va passer un petit peu toutes ces nouvelles. Il y en a quand même pas mal de pages, hein, voilà. Si on jette un œil, ça donne plus de 80 pages de nouvelles. Il y a de quoi s'amuser. Alors, on commence, à tout seigneur, tout honneur, Lord Cooper. Justin Cooper, c'est un noble,
c'est quelqu'un qui vient d'une famille extrêmement riche. Enfant, il est assez timide et son père, lui, est un grand chasseur et emmène son fils à la chasse. Et au départ, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la chasse, il trouve ça inintéressant d'aller tuer des animaux en fait. Et finalement, il y a un déclic à un moment où il prend goût à ça et il réussit un peu à s'imposer dans la famille, à prouver à son père qu'il est un homme, un vrai. Et voilà, il devient vraiment un très grand chasseur, si ce n'est le plus grand chasseur que le monde ait porté. Il a un petit accident qui est très bien raconté justement dans la nouvelle, où en fait, forcément, c'est un chasseur qui vient à Malifaux, il aime tuer des bêtes, donc il y a quelqu'un qui n'est pas très content avec ça. Est-ce que vous aurez deviné qui? Il y a Marcus. Marcus qui est l'ami des bêtes, 30 millions d'amis, est pas très content, donc on sait qu'il y a eu plusieurs altercations entre Marcus et Cooper, et finalement là, le jour de l'anniversaire de Cooper, un envoyé lui offre un nouveau fusil, qui est absolument cool, voilà, il regarde le fusil, il fait « Ah, il est trop bien ce fusil et tout, c'est classe, merci du cadeau ». Et l'invité suivant, en fait, lui dit, a l'air surexcité, et lui dit « Ah, ça tombe bien qu'on vous ait offert un nouveau fusil, parce que moi, mon cadeau, c'est une proie ». Voilà. Donc c'est un espèce de singe à 4 bras, je sais plus comment ils appellent ça, enfin voilà, un truc énorme, hyper violent et tout machin. Et donc, tu as tous les invités qui font « Oh oui, oh super, une démonstration, oui !» Et du coup, on va ouvrir la cage. Enfin, Cooper se met en place et tout, ils ouvrent la cage. Et Cooper, il aime bien, tu vois, la sensation d'avoir la créature qui arrive sur lui avant de tirer à la dernière seconde, etc. Et finalement, quand il tire, le fusil, en fait, avait été trafiqué, ne fonctionne pas. Et Cooper se fait mettre en pièces, mais littéralement, par cette espèce de méga singe, quoi. Donc Cooper perd les 2 bras et une jambe dans l'histoire, donc pas cool, il sait pas, on ne sait pas s'il va survivre, etc. Bon, finalement, sa force de volonté est telle qu'il survit à ça, machin. Et en fait, il y a un maître horloger, comme on les appelle, mais on est dans un univers steampunk, c'est-à-dire que les maîtres horlogers, en fait, c'est des roboticiens, qui va venir pour l'aider, pour lui vendre ses services. En fait, c'est a priori le meilleur sur Terre et sur Malifaux, donc il vient travailler pour Lord Cooper. Et donc il y a cet artisan, monsieur Vincenzo Campagnolo, qui arrive et qui va remettre Cooper en état en lui fabriquant en fait des prothèses, mais les prothèses les plus incroyables qu'on ait jamais vues. Pour vous dire, l'artisan est tellement à fond dans son travail qu'il lui faut pas moins de 9 prototypes pour arriver à faire ce que Lord Cooper a désormais. Et donc Lord Cooper peut recommencer à vivre à partir de ce moment-là, sur la 10e itération en fait de ces 2 bras mécaniques et de cette jambe. Et alors la suite de l'histoire est assez marrante parce que du coup il se remet à chasser et en fait ses bras et sa jambe sont tellement puissants que il ne ressent plus le recul des armes qu'il utilise. Et du coup il est très déçu parce qu'une partie de son plaisir de la chasse a totalement disparu avec l'amélioration de son corps. Et il va utiliser des fusils de plus en plus gros pour réussir à avoir encore un petit peu de sensation. Alors je trouve qu'il y a un petit côté un petit peu drogué ou truc comme ça. C'est-à-dire que il est allé tellement loin en fait dans cette optimisation de son corps. Son corps est vraiment optimisé pour la chasse qu'il perd du plaisir de ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Il a besoin d'aller encore plus loin, donc avec un fusil encore plus gros et un fusil qui fait très très mal pour avoir encore du plaisir à faire ça. Entre-temps, ne sachant pas s'il va survivre, comment il va s'en sortir ou quoi, il invite Lady Janus, donc Gretchen Janus, et lui remet la clé de la Société des Explorateurs, faisant d'elle la nouvelle patronne en fait, de la société. Et donc lui décide de ne plus se consacrer qu'à sa propre survie, puis, une fois remis sur pied, à son propre plaisir de la chasse. Dans la nouvelle, on le voit aussi partir à la poursuite de Marcus pour se venger. Il ne va pas trouver Marcus, par contre, il va trouver sa compagne, qui va traquer pendant des jours et des jours et des jours. Et on voit que c'est non seulement un bon chasseur, mais en plus il est très bien entouré. Et du coup, il va réussir comme ça à épuiser sa proie et tout, jusqu'à ce que, poussée dans ses derniers retranchements, en fait, elle va utiliser une ancienne créature de Titiana, pour essayer de contrer comme ça les chasseurs et réussir à s'enfuir. C'est le Malisaurus Rex, mais on va voir ça juste après. Les Runaways.
Les Runaways, ce sont les totems de Lord Cooper. Alors, je ne vais pas rentrer dans les règles, mais il y a un truc qui est très drôle sur les Runaways, c'est que c'est un contrat. Ce sont les avocats et les juristes de Lord Cooper qui ont mis au point un contrat qui est absolument inattaquable. C'est un contrat qui va dire que si tu signes ce contrat, Lord Cooper rembourse toutes tes dettes, voilà, peu importe ce que tu as fait, Lord Cooper règle le problème. Tu n'as plus de dettes, tu n'es plus exilé, tu n'es plus... voilà. Lord Cooper règle la situation. Mais en échange, tu vas devoir servir dans l'amusement de Lord Cooper, et donc tu vas participer à une chasse, puisque, après tout, qu'y a-t-il de plus... qu'existe-t-il de mieux à chasser que l'être humain? Voilà, c'est un peu... Lord Cooper, il en arrive là, on en est au truc des chasses du comte Zaroff, où, voilà. Il a tellement tout chassé que finalement, le seul truc qui procure encore du plaisir dans la chasse, c'est chasser un humain, puisque l'humain est ingénieux, l'humain est vil et retors, et l'humain va être capable de trouver des plans à la mort moelle-neu pour essayer de survivre et de s'en sortir. Donc, ces Runaways sont des gens qui ont signé un contrat et qui vont devoir participer à une chasse, et s'ils survivent à la chasse, ils sont remerciés, toutes leurs dettes sont payées et ils peuvent reprendre le cours de leur vie. On peut retrouver ici le contrat qui est proposé du coup par les juristes de Lord Cooper, et on a la liste en fait des gens qui ont signé ce contrat. Voilà. Avec la petite note des cibles qu'il aimerait bien pouvoir attaquer. Donc, notamment, il y a les sœurs Chambers, les deux, c'est précisé. Voilà, c'est assez rigolo. Là, il aimerait bien chasser des mimiques aussi. Enfin, toutes les chasser. Jusqu'à la dernière d'entre elles, quoi. Donc c'est très sympa comme ça, petite mise en ambiance avec des faux documents et tout, c'est vraiment chouette. On a donc le Malisaurus Rex, qui est un tyrannosaure des peuples fées, puisqu'il a le mot-clé fae, donc qui vient de la cour de la reine de l'automne, Titania. Donc voilà, c'est un gros tyrannosaure, c'est une énorme créature, c'est un prédateur ultime, qui dans la nouvelle, justement, au début du livre, a été abattu par Cooper et sa bande de chasseurs. Sauf que il y avait des œufs. Donc ils ont récupéré les œufs, donc on suppose maintenant qu'ils ont des Malisaurus Rex à leur service. Ensuite, on va voir Model 9. Model 9, eh ben, c'est justement l'artisan horloger qui avait fabriqué les prothèses pour Lord Cooper, a utilisé les prothèses de la génération précédente, donc la génération 9 de ce qu'il avait fabriqué, pour créer ce pantin mécanique qui est du même niveau que le coryphée en fait, du Star Theater. Donc c'est un pantin absolument muet qui a les mêmes mimiques en fait que Lord Cooper. Donc on sait que les deux bras et une des jambes ont été portés par Cooper pendant un moment, le temps des ajustements, le temps que l'artisan continue à améliorer ses pièces, et ensuite une fois qu'il a changé du coup les membres pour les nouveaux modèles plus performants, il a mis les anciens membres sur cette poupée qui commence à avoir en fait un comportement assez proche de celui de Lord Cooper. Il commence à reprendre ses propres tics et ses propres gestuels en fait. Au niveau des minions qui vont accompagner Lord Cooper, on va avoir les Crypsis Corps, sont des chasseurs, voilà, des mecs bien balèzes qui vont l'accompagner, qui sont armés d'un fusil et qui sont là en fait pour l'aider dans ses chasses. On va avoir aussi Artemis et Uller. Ce sont deux chiens que Lord Cooper a eu en cadeau d'anniversaire aussi la même année où il a eu son accident. Donc ces chiens en fait ont grandi aux côtés de Cooper alors que Cooper était infirme, et finalement le temps que Cooper se remette de ses blessures, on ne sait pas exactement combien de temps ça dure cette convalescence, les chiens grandissent. Alors
On ne dit pas s'ils sont emmenés à la chasse, par exemple par les Vatagi ou par les Crypsis. Enfin, ils sont sûrement entraînés à un moment ou à un autre, ils sont élevés en tout cas. Et finalement, quand Cooper peut se tenir debout, peut tenir un fusil en main et tout, retrouve un peu un sens à sa vie, ces 2 chiens vont l'accompagner, vont être ravis de partir à la chasse, et sont de très très bons limiers. Et enfin, on a les Vatagi Huntsmen, qui sont en fait, c'est une sorte de tribu de chasseurs spécialisés dont le but est de chasser les plus grosses proies, les trucs les plus dangereux, etc. C'est déjà des chasseurs qui officiaient aux ordres de son propre père, et donc il a continué à travailler avec les Vatagi, qui sont... voilà, qui sont vraiment un genre de cercle restreint de chasseurs de haute qualité. Après les chasseurs Apex de Lord Cooper, on va découvrir le Nexus avec le mot-clé Cadmus. Alors le Nexus, c'était une espèce du temps des tyrans. Donc c'est un truc de Néphilim, voilà. C'est une genre d'espèce ruche, voilà, un esprit ruche, un esprit commun dans plusieurs corps. C'est des insectes en fait, et qui ont... alors, est-ce qu'ils ont été créés par Titania, ou est-ce que ce sont des créatures qui ont un peu, à qui Titania a insufflé de la magie pour pouvoir les rendre, les former un peu comme elle en avait besoin, mais en tout cas, ce sont de super espions. Et on a Nexus qui est un petit peu la reine de la ruche, donc une créature arachnoïde. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes de figurines, ça va être magnifique je pense. Donc voilà, et en fait, Titania les a un moment enfermés, enfin endormis, puis ça n'arrivait pas à s'en débarrasser, vu que le principe d'un esprit de ruche, c'est que dès que tu détruis un nexus de la ruche, il y en a un autre qui apparaît ailleurs, en fait, il y a une autre reine qui naît ailleurs. Donc il faut réussir à tout tuer en même temps si tu veux t'en débarrasser, ce qui n'est pas faisable. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a entre Gretchen Janus et Nexus et le Cadmus, mais en tout cas le Cadmus est aux ordres directs de Gretchen Janus, et n'hésite pas à infiltrer des gens dans toutes les strates de la société pour réussir à espionner et à avancer vers le plan global de Lady Janus. On ne sait absolument pas ce que c'est son plan, mais elle réunit énormément d'artefacts. On verra, il y a Lucas McCabe qui travaille pour son compte désormais. Elle a des plans, mais on ne sait vraiment pas ce que c'est pour le moment. Voilà. Est-ce que par hasard, elle voudrait tenter l'ascension au rang de tyran? Ça ne m'étonnerait pas. Dans le Cadmus, on va avoir les Shambling Nest. Donc là, c'est les petits nids avec des araignées et tout, truc bien dégueulasse et tout machin. On va voir l'archiviste. L'archiviste, il vit dans une bibliothèque, il est hyper inquiétant. C'est vraiment une créature mi-humaine, mi-arachnoïde. Donc on ne sait pas si c'est un être infesté par Cadmus qui a finalement muté pour avoir qui reprend plus sa forme humaine d'origine. Mais en tout cas, il est hyper intéressant. Donc voilà, donc en gros, il est directement dans la bibliothèque de la Société des Explorateurs. C'est vraiment lui qui garde un œil sur la partie secrète de la bibliothèque, hein, la bibliothèque en dessous de la bibliothèque, quoi. Dr Meredith Stanley. Alors elle, c'est une épidémiologiste qui est venue à Malifaux en fait il y a quelques temps, notamment au moment où il y a eu le fléau, la peste du flûtiste. J'essaie de traduire comme ça le Piper's Plague, ouais, je dirais la peste du flûtiste me semble pas mal, donc en référence au flûtiste de Hamelin, ou la peste d'Hamelin tout simplement. Donc voilà, donc cette peste a fait prendre conscience aux gens, aux autorités, au peuple, tout simplement que effectivement connaître la façon dont les maladies se répandent peut donner un certain avantage pour réussir à les combattre. Donc elle travaille sur les maladies, comment ça se répand, qu'est-ce qui est contagieux, etc. Et finalement, elle a été contactée par Cadmus et elle décide de les aider en échange d'informations qui lui permettra de se hisser au sein de la société, d'avoir un meilleur statut et d'être mieux vu en tout cas, et de devenir quelqu'un d'important.
Ensuite, on a les Spell Eaters. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ce sont des... comment dire des créatures qui vont consommer la magie, qui vont essayer d'annuler en fait la magie autour d'eux, donc qui est créée par Cadmus. Et forcément, qui dit magie et moyen de combattre la magie, dit Witch Hunter et Sonia Creed. Donc Sonia Creed a réussi à capturer quelques individus et les a lobotomisés dans la crypte jaune, hein, comme elle fait avec les autres. Et du coup, elle utilise des Spell Eaters, bien qu'elle ne soit pas reliée à Cadmus en fait. Donc ils ont le mot-clé Witch Hunter, et c'est vraiment des humanoïdes arachnéens, quoi, qui ont une sensibilité à la magie différente, qui vont pouvoir comme ça extraire la magie des gens pour pouvoir survivre, quoi. Alors j'avoue que le Cadmus, c'est pas ouf en termes de personnalité, hein. On est sur des créatures qui sont toutes contrôlées par un seul et même esprit, donc à part des personnages comme Meredith, qui peuvent avoir un peu de personnalité, les autres c'est vraiment... voilà. On a le Night Silk Creeper. Là c'est une grosse bébête, qui en gros garde un peu les nids, les endroits importants, quoi. C'est un truc qu'on va trouver souvent sous terre, et là c'est la grosse bestiole. Voilà. J'avoue, il n'y a pas, à part dire que son exosquelette est incroyablement résistant, ou tout comme ça, il n'y a pas grand chose à raconter sur cette bestiole. On a les Berserker Husk. Donc ça, c'est quand Cadmus va avoir des hôtes un peu trop infectés, ou alors qu'il va... en fait, il peut déclencher cette mutation, et ça devient des espèces de berserk avec des pointes et des écharpes qui sortent de partout. Le problème, c'est que souvent, c'est pas... ça survit pas très longtemps, quoi. Mais en tout cas, s'il y a besoin d'un acte de violence pour parvenir à ses fins, pour se défendre, pour attaquer un assaillant, voilà, des choses comme ça, le Cadmus peut faire appel au Berserker Husk, et c'est très violent. Et enfin, on a peut-être le truc qui est le plus inquiétant dans Cadmus, ce sont les yeux et les oreilles. Ce sont des humains normaux qui sont infectés par des mythes, donc les petites bestioles en fait qui composent Cadmus, et qui du coup sont typiquement des agents dormants. Donc ce sont des humains qui n'ont même pas conscience d'être infectés, et à un moment, pof, il y a le Cadmus à l'intérieur d'eux va se réveiller, avec souvent des yeux qui s'ouvrent à des endroits où on n'est pas censé avoir des yeux, quoi. Là on voit sur la bouche, enfin sur la joue, elle a un œil en plus là. Et du coup ça en fait des espions parfaits pour Cadmus, et ça, il y en a partout, notamment la nouvelle avec Lady Janus vous raconte un des serveurs dans le manoir de la Société des Explorateurs, en fait, est un Cadmus, comme ça, infecté. Un de mes petits chouchous, je dois l'avouer, c'est English Ivan. Ivan, c'est le chef d'une genre de police d'investigation secrète, un petit peu, qui va s'appeler le département des Ungentlemanly Affairs. Donc c'est un peu le département des trucs... c'est le département qui salit les mains, quoi. C'est tout ce que un gentleman ne ferait pas, c'est ce département qui va s'en occuper. Donc on se doute que ça va être des trucs assez mystérieux, assez glauques. Et English Ivan, il a une canne qui est sertie d'une soulstone noire, mais noir vraiment, qui a l'air d'aspirer la lumière. Et en fait, English Ivan, il va pouvoir jouer comme ça avec les ombres. Il va se fondre dans les ombres, il va pouvoir se téléporter d'une ombre à l'autre. Voilà. Donc moi, ça me rappelle un petit peu le comics Darkness que je lisais quand j'étais ado. J'adore ça. Donc voilà, c'est un homme très mystérieux, où typiquement, moi j'imagine parfaitement le British absolu, du gars qui parle bien, avec de belles manières, avec une belle moustache et tout, qui est très bien habillé, mais voilà, qui est à la limite trop maniéré, mais d'une violence incroyable. Tu vois, le mec est capable de te découper à la Ciaos encore vivant, mais en te parlant des bienfaits de faire partie de l'Empire britannique, quoi, tu vois, en sirotant son petit thé et en te proposant une tasse si tu en veux aussi.
On va faire une petite parenthèse pour parler de Sir Christopher Lee, que vous connaissez sûrement, qui est un grand acteur, en tout cas était malheureusement, et surtout qui a fait énormément de choses. Je suis tombé là-dessus absolument par hasard pendant que je préparais cette vidéo, donc là c'est un petit rajout après le tournage. Donc voilà, il faut savoir que Sir Christopher Lee, déjà au cinéma, il a incarné énormément de personnages. Il a été Dracula, il était un méchant de James Bond, il a joué Sherlock et Mycroft Holmes, il a joué la mort, il a joué Lucifer, il a été le comte Dooku dans Star Wars, il a été Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, il a fait énormément de rôles au cinéma. Il a enregistré un album metal concept à propos de Charlemagne. Et surtout, il chassait des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il était agent secret au service de Sa Majesté, dans une agence, on va dire, qui s'appelait le Ministry of Ungentlemanly Warfare. Donc là, s'il n'y a pas un parallèle à faire, voilà, je pense que c'est directement un clin d'œil à ce personnage incroyable qui a tout fait dans sa vie, qui est quand même passé de agent secret à poursuivre des nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale à acteur et chanteur de groupe métal, quoi. Donc je pense que Ivan est complètement inspiré de Sir Christopher Lee, notamment avec cette histoire de Ungentlemanly Affair. Et surtout, les services secrets dans lesquels il agissait s'appelaient Special Operation Executive. Et du coup, ça renvoie à ce qu'on va voir par la suite, les Operation Executive qui sont disponibles dans le livre. En fait, les opératives qu'on va voir un peu plus tard dans le livre, qui sont aussi du DUA, donc du Department of Ungentlemanly Affairs. Voilà, c'était le petit clin d'œil, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous aussi, vous connaissez et appréciez Christopher Lee. Moi j'adore quasiment tout ce qu'il a fait, je trouve que c'est un acteur formidable et ça me fait super plaisir de découvrir ce petit parallèle entre Ivan et Christopher Lee, quoi. Et du coup, dans son mot-clé, on va retrouver plusieurs choses qui sont de même nature, de la nature des ombres, un peu comme ça, et aussi les agents du département des Ungentlemanly Affairs. On a Mr. Mordrake, qui est une sorte de miroir de Ivan, mais un miroir fait d'ombre, et donc là, faut pas rester dans le coin quand il est là, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est absolument... c'est une créature insatiable, on dirait qu'elle a toujours faim de quelque chose, de la vie de quelqu'un, etc. Et Ivan va l'envoyer faire les basses œuvres quand le besoin s'en fait sentir. Alors, les Broken Spectres, en fait, ça va être des fantômes, comme ça, des spectres, hein, tout simplement, d'ombres qui naviguent autour d'Ivan, parce qu'on sent que les ombres d'Ivan, là, qui sont une sorte de... C'est comme il y a une fumée noire, en fait, qui se répand en permanence autour de lui. Les ombres sont consistantes, et parmi ces ombres, il y a des spectres, et quand Ivan utilise un peu ses capacités comme ça à se déplacer dans les ombres, ou alors simplement quand il ferme les yeux, il voit comme ça ses faciès squelettiques, ces choses comme ça, donc il ne sait pas exactement si c'est une menace ou quelque chose. Toujours est-il qu'avec l'aide de D-Waltz, qu'on va voir juste après, ils vont mettre au point un collier qui est basé sur le principe de Faraday. On mélange un peu science et magie pour obtenir un truc un peu chelou. Donc en gros, c'est ce collier les empêche d'attaquer Ivan, et Ivan peut exercer de l'influence grâce à ça sur eux, afin que ces spectres lui obéissent. Et donc justement, on va voir Gibson DeWalt, qui va être un ingénieur, qui va... c'est un peu l'agent Q, c'est le mec qui va créer des inventions pour le département des Ungentlemanly Affairs. Et du coup, il a créé les colliers pour les spectres, il va créer comme ça des gadgets, des trucs comme ça. Voilà, c'est le mec qui a toujours l'outil qu'il faut. Et ça, c'est un stylo laser, et ça, c'est une montre à gousset avec une bombe à retardement. Voilà, c'est le mec qui invente les gadgets dans la bande. Voilà. Ensuite, on a Eva Avenhand, qui est un peu la femme à tout faire
et en même temps quelqu'un de confiance dans l'entourage de English Ivan. Donc elle connaît beaucoup de secrets de la DUA, du Department of Ungentlemanly Affairs, mais pour l'instant elle est vraiment fidèle en fait à Ivan et au département. Donc malgré toutes ses connaissances, elle sait que elle va rester et qu'elle compte en fait, son but est de faire le mieux possible pour le truc, mais elle se pose la question de est-ce que toutes ces connaissances qu'elle accumule sur la DUA ne seraient pas un danger pour elle, et qu'est-ce qui va se passer si un jour elle décide de quitter le département. Donc les Daeva, en fait, ça va être des créatures qui sont faites d'ombre des gens. Donc voilà, on a tous une ombre, mais un jour, si cette ombre peut s'échapper, elle va le faire et elle va devenir une Daeva. Le truc, c'est qu'on sait que la magie qui anime les Daeva, en fait, ne vient pas de Malifaux même, mais vient en fait de l'espace de néant qui existe entre Malifaux et la Terre. Et a priori, ce serait cet espace interdimensionnel qui est un néant absolu, dans lequel English Ivan, arrive à naviguer quand il utilise ses pouvoirs des ombres, quoi. Et on a les Nocturnes. Les Nocturnes, ça va être des ombres qui n'ont pas vraiment de personnalité, qui vont être un peu façonnées selon les peurs et les inquiétudes, et que English Ivan va pouvoir très facilement utiliser pour faire ce qu'il veut. Ensuite, on a Maxine Agassiz, qui est la capitaine d'un navire, le VS, et qui est un navire scientifique expérimental. En fait, la particularité de Maxine, donc c'est vraiment une chercheuse, c'est qu'elle a étudié en fait les portails du Burning Man. Donc ce sont des portails qui s'ouvrent sur Terre et qui mènent à Malifaux, ou plutôt qui s'ouvrent à Malifaux, qui mènent sur Terre, on va dire, puisqu'il y a toujours des choses qui en sortent, mais c'est rarement les humains qui passent ces portails pour aller là-bas. Et donc c'est par là qu'arrivent les Gibbling Horde, les monstres et des trucs comme ça. C'est le personnage qui est le plus lié à l'histoire de The Other Side. Pour comprendre un peu la nature du personnage, la nouvelle qui est au début du bouquin, qui se concentre sur son équipage, qui va présenter tous les personnages et comment est-ce qu'ils arrivent à Malifaux, en fait c'est un navire escorté par la guilde qui fait des recherches sur les portails sur Terre. Et ils sont absorbés par un des portails, et ils arrivent à Malifaux par accident, en fait. Donc il y a bien ce côté scientifique, recherche des portails. Elle a réussi à trouver le schéma d'apparition des portails, donc elle peut expliquer à quel rythme et à quel endroit les portails vont arriver. Donc c'est très important. Et son navire arrive à Malifaux. Et finalement, ils finissent par abandonner le navire quand en fait la société des explorateurs leur envoie un dirigeable pour les sauver, et le navire est laissé sur place, quoi. Alors Maxine va être accompagnée par Orville Agassiz, qui est son époux. Lui, c'est aussi un scientifique un peu plus foufou qui rêve de voler. Et donc, il s'est construit un équipement volant comme ça, et il va survoler les ennemis pour lâcher des bombes. Alors, à la place, voilà, là, c'est le côté guerrier, justement, c'est raconter dans l'histoire comment est-ce qu'il lâche les bombes sur les ennemis, etc. Mais quand même, c'est un explorateur. C'est le mec, en fait, il s'est créé un équipement pour voler, pour pouvoir partir en reconnaissance loin devant le bateau, pour explorer un petit peu, voir sur quoi va arriver le bateau, est-ce qu'il y a de la terre pas loin, etc. Est-ce qu'il y a une tempête qui arrive sur eux, voilà. Et c'est vraiment un mec un peu foufou qui est follement amoureux de sa femme, et très tête en l'air, qui est vraiment concentré sur ses recherches, sur le vol, etc. Quand je dis que c'est vraiment une faction qui est liée à The Other Side, on va avoir Kia Manimi, qui va être un parfait exemple, puisque c'est une abyssienne. Donc c'est-à-dire abyssinienne, je dirais. En fait, elle vient d'une des factions qu'on peut jouer à The Other Side, c'est-à-dire Abyssinia. Abyssinia, c'est... si vous aimez le Wakandan Marvel, on est sur ça, mais en mode steampunk. Hein. C'est-à-dire c'est un royaume d'Afrique qui a eu, bien avant les autres, un portail vers Malifaux, et qui du coup a extrait de la Soulstone, sait s'en servir, et du coup a eu un développement technologique bien plus important
est bien plus rapide en fait que les autres peuples. Ce qui fait que quand les brèches de Malifaux se sont ouvertes, les deux successives, l'Abyssinia connaissait déjà le fonctionnement de la Soulstone et eux s'en foutaient un petit peu, quoi. Et donc elle, en fait, elle va venir sur ce bateau pour aider en tant qu'ingénieur et en tant que capitaine de navire, puisqu'elle sait naviguer. On a Arata Ngatoro. C'est un Maori issu de Nouvelle-Zélande et surtout c'est un descendant des sœurs Ngatoro qui sont très importantes puisqu'elles ont vaincu une immense créature qui était arrivée à Malifaux au XVIe siècle. Et donc cette créature qui est arrivée par un portail, en fait, et on raconte comme ça au XVIe siècle, près de la côte de Nouvelle-Zélande, il y a un portail qui est apparu dans le ciel, plusieurs centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer, et en fait la mer de Malifaux se déversait par ce portail dans la mer terrienne, en fait, avec des créatures qui sont tombées dedans. Donc du coup ça a été un bordel au niveau de la faune aquatique locale. Enfin forcément le milieu le milieu aquatique a beaucoup changé, et surtout il y a un énorme un léviathan qui est tombé comme ça du ciel dans la mer, qui s'appelle Oromatangi, qui était une créature énorme qui a vécu à l'époque des tyrans, voilà, qui a participé à la guerre contre les tyrans sur Malifaux. Et Oromatangi qui se balade autour des côtes de Nouvelle-Zélande, ça fait pas très plaisir aux Néo-Zélandais, aux Maoris. Et du coup, il y a deux sœurs, les sœurs Ngatoro, qui montent un plan en fait pour vaincre Oromatangi, qui vont en fait absorber du poison, s'enduire de poison et s'offrir en appât. Donc le gros Léviathan arrive, les bouffe toutes les deux. Malheureusement, le poison ne tue pas le Léviathan. Par contre, le poison est assez fort pour l'endormir pour très longtemps. Donc, aujourd'hui, il est toujours endormi. Voilà, depuis 3 siècles et demi, il est toujours endormi sous l'eau, très loin sous l'eau, etc. Et du coup, la famille Ngatoro est devenue une famille assez puissante, assez influente, grâce au sacrifice comme ça de leurs ancêtres, des deux jumelles Ngatoro. Donc là, on a Arata qui a des dons en fait avec l'eau. Donc il peut sentir l'eau, qui peut ressentir ce qu'il y a dans l'eau, ce qu'il y a autour d'eux, qui va avoir un léger contrôle sur ça. Mais surtout, en arrivant à Malifaux, il découvre que ses pouvoirs magiques sont décuplés. Et il va pouvoir là carrément créer des vagues immenses pour recouvrir des navires. Enfin voilà, il devient vraiment très puissant grâce à la magie de Malifaux. Et justement, cette puissance va être mise à contribution puisqu'ils vont créer avec un autre ingénieur le Tidecaller. Le Tidecaller, c'est un élémental de mer. Voilà, c'est une vague perpétuelle en fait, qui va être sous contrôle de Ngatoro et du docteur Bibi. Donc justement, hop, le docteur Bibi, Bibi ou Bibe, je sais pas comment on doit le dire, mais moi j'aime bien Bibi, docteur Bibi. Docteur Bibi, c'est un ingénieur qui fabrique des machines, qui fabrique notamment le Calypso, donc un sous-marin. Voilà, donc il aide effectivement à concevoir le Tidecaller en fait en faisant un système de pompe qui va permettre en fait de repomper l'eau du corps pour la réinjecter afin d'avoir un mouvement perpétuel comme ça à l'intérieur du Tidecaller et garder cet élémentaire de vague. C'est pas un simple élémentaire d'eau, c'est vraiment un élémentaire de vague, de fureur et de mouvement. Et du coup, c'est aussi le machiniste du navire, hein, forcément, machiniste en chef, et qui va créer le Calypso, ou la Calypso. C'est un petit submersible qui est prévu pour un pilote. Et donc là, on est au MK2 tout simplement, parce que le MK1 a été sacrifié à leur arrivée à Malifaux. C'est raconté dans la nouvelle. En fait, quand ils arrivent à Malifaux, ils arrivent sur un bout de mer, ou enfin on sait pas trop, un bout d'eau, quoi. Ils sont sur l'eau, ils tombent dans l'eau, et il y a une créature gigantesque qui les attaque, et finalement ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils vont se servir d'Orville pour attirer
la créature assez loin du navire pendant que le navire va à l'opposé, et ils vont envoyer Calypso bardé d'explosifs voilà, pour énerver la créature, en fait, puisqu'ils ont remarqué que les petites bombes d'Orville l'agacent, mais en fait, en l'éloignant suffisamment, et ils installent, je crois, une lance électrique d'Abyssinia dessus, qui fait un bruit super agaçant, donc la créature suit Calypso jusqu'à ce qu'il soit assez loin, ils font péter Calypso, quoi. Mais, comme promis, Maxine aide Dr Bibi à financer et à créer Calypso MK2, et plus tard, il y aura un Calypso MK3, en tout cas c'est le projet de Bibi et Maxine, de faire un Calypso MK3 qui pourrait être produit en série, et ce qui pourrait intéresser non seulement la Société des Explorateurs, mais aussi les forces sur Terre qui sont en train de lutter contre les créatures marines de la Gibbling Horde. Donc forcément, c'est un navire, le VS, donc on va retrouver des harponneurs, voilà, qui sont... enfin, typiquement, c'est un peu l'histoire du marin malfamé, voilà, c'est des gens qui déjà étaient pas très fréquentables sur Terre, mais alors à Malifaux c'est pire, voilà, et les machinistes qui travaillent directement avec Bibi pour l'entretien du navire et les petites machines qui fabriquent, quoi. Ensuite, on retrouve Cornelius Bass. Donc Cornelius Bass n'est pas nouveau, on le connaît déjà. C'est un marshal en fuite à cause d'un meurtre perpétré par sa fille Bernadette. Mais du coup, il prend sur lui, il la protège en fait, et il décide de fuir, et il accepte un contrat avec la guilde pour ne pas, pour que, en gros, sa dette, son avis de recherche soit effacé. Donc il va travailler comme marshal pour la guilde, et il va, comment dire, il a le mot-clé frontière, donc c'est-à-dire il va vraiment lui partir dans les contrées un peu reculées pour faire la loi, voilà, imposer un peu la civilisation aux endroits sauvages et reculés. Voilà, donc Bernadette, qui est la jeune fille de Cornelius Bass. En gros, tout est de sa faute, c'est un peu une tête brûlée, mais son père l'aime beaucoup trop pour lui faire une remarque. Enfin, il l'a quand même un peu, il la tient un petit peu tranquille, quoi, mais c'est vrai que plusieurs fois, il y a une histoire avec Jetza qui est au début de l'histoire, et en fait, plusieurs fois, elle va un petit peu trop loin, et Cornelius se contente d'un... tu vois, des trucs comme ça, et c'est... Ouais, voilà. Il n'ose pas trop la punir, c'est sa fille, il l'aime beaucoup, quoi. Il y a le Sandworm, qui est une nouvelle créature. Alors, on avait entendu parler avant, justement, par rapport à l'histoire de Cornelius, par rapport à ses capacités spéciales aussi, parce qu'il a une capacité qui permet, qui fait référence dans son titre au Sandworm. Donc là, c'est une grosse créature. Alors là, si vous avez vu le ver des sables dans Dune, ou les vers des sables dans Beetlejuice, ou les vers des sables dans The Mandalorian, ouais, c'est un ver des sables, quoi. Donc voilà, c'est une grosse bestiole qui creuse, qui est très énervée et tout. Et en fait, on va dire que les frontiersmen ont l'habitude de voir le comportement un peu de ces sandworms. Et du coup, on va pas dire qu'ils le contrôlent à proprement parler. Par contre, ils savent comment agir pour l'encourager à attaquer un ennemi ou aller dans une certaine direction, quoi. Ensuite, un autre de mes personnages vraiment que je trouve vraiment formidable, c'est Jetza. Jetza, c'est une femme qui est très vieille. On suppose qu'elle vient de la Terre, pas de Malifaux. Mais je dis on suppose parce qu'en fait, on a très peu d'informations sur elle, sur son passé, et même ces informations ne sont pas forcément vraies, en fait. Jetza, elle est victime d'une malédiction. Elle est victime de la vie éternelle. Donc voilà, donc elle vit. Elle ressemble clairement à un squelette. Elle est cachée, elle a un voile, etc. machin. Mais on voit sous le voile que ça reste quand même squelettique, quoi, ce qu'on peut apercevoir.
et du coup, ben, elle ne peut pas mourir, a priori. Et en plus de ça, les cadavres qui sont autour d'elle, donc un certain rayon, reprennent vie. Voilà. Donc elle peut ressusciter les gens par simple proximité. Et des fois, c'est un petit peu gênant. Hein. Il y a une histoire avec elle où ils explorent des catacombes et des choses comme ça. Et en fait, même les cadavres pris sous des rochers, etc., reprennent vie, juste le fait qu'elle passe à côté, quoi. Donc Jetza, elle est en train de... elle cherche des choses, elle aime le savoir, elle aime... ouais, on a l'impression que c'est un peu le savoir pour le savoir, et elle veut tout savoir, tout connaître. Voilà. Et finalement, on découvre que bah, elle a quand même un objectif. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a une machine qui doit être reconstruite, donc elle cherche les pièces de la machine. Mais alors qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On suppose que c'est peut-être lié à sa malédiction, peut-être qu'elle a été maudite par une machine. Mais du coup, on suppose qu'elle a été maudite sur Terre par rapport aux infos qu'on a, donc bien avant d'arriver à Malifaux. Par contre, les pièces de la machine semblent être à Malifaux. Est-ce que finalement elle viendrait de Malifaux, elle est arrivée sur Terre il y a très longtemps, et là elle revient à Malifaux? Voilà, on ne sait pas trop. Elle connaît énormément de choses. S'il y a quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle a le bouquin sur elle, le parchemin qui traîne, etc. Elle trouve l'info. Et du coup, elle a ses buts un petit peu mystérieux. Donc on sait qu'elle a un contrat avec Lady Janus pour retrouver des artefacts. On suppose que Lady Janus, de toute façon, l'aide. Donc on voit que le Condor Rail lui est mis à disposition pour faciliter son aventure. Il y a un dirigeable de la Société des Explorateurs qui l'attend. Enfin voilà, les moyens de la Société des Explorateurs sont mis à contribution pour l'aider dans ses aventures. On sait aussi qu'elle connaît très bien Zoraida, la sorcière des marais. Donc il y a un petit échange, on dirait deux vieilles amies qui discutent à un moment de cet échange. Donc il y a quelque chose qui est là, voilà. Personnage très très mystérieux, qui a un truc très très mystérieux à faire, et on n'en saura pas plus pour le moment, je pense, mais je pense que c'est un personnage assez central dans les événements qui vont arriver par la suite. On va voir Sophie. Sophie, c'est sa vache, ou un auroch, je crois. C'est sa vache mort-vivant, tout simplement. Donc c'est un squelette de vache qui porte de l'équipement, qui a de quoi mettre des trucs à l'abri, qui va pouvoir porter les rations, la nourriture, parce que elle, Jetza, n'a pas besoin de se nourrir, de toute façon elle est morte, mais ses compagnons ne sont pas forcément morts-vivants, donc vont avoir besoin de se nourrir, de se reposer, etc. etc. Donc tant que Jetza est à une certaine proximité, Sophie vit. Elle est décrite comme une vache assez, comment dire, qui respire la joie de vivre, paradoxalement, voilà, assez guillerette, qui fait teinter ses petites cloches, voilà. Et c'est assez drôle parce que justement la scène où on t'explique que, où tu découvres que c'est la proximité de Jetza qui fait vivre Sophie et qui fait revivre les différents morts-vivants. En fait, on a Mirail, qui est juste après, qui étend une toile, en fait, une bâche, en fait, sous Sophie, en expliquant que c'est pour pas avoir à ramasser les morceaux qui vont rouler trop loin, quoi. Au moins, là, tout est au même endroit, quoi. Et justement, donc, Mirail, donc c'est alors, c'est typiquement une faction russe, hein. On a des noms russes, et ils parlent russe. Voilà. Donc on a Mirail 16. C'est un peu le garde du corps de Jetza. Voilà, Jetza, c'est une chercheuse, c'est une intellectuelle, même si elle est un peu nécromancienne sur les bords ou quoi, il faut quelqu'un pour la protéger. Donc Mirail, c'est un mec qui a une énorme épée, qui a pas l'air d'avoir de difficulté pour la manier, donc il doit y avoir un petit truc comme ça. L'histoire de son épée est un peu passée sous silence, à part quelques détails, mais on ne sait pas comment ça se fait qu'il a une épée aussi énorme et qu'il la manie aussi facilement. Pourquoi Mirail 16? Tout simplement parce que c'est une tradition familiale de son village, en fait. Il y a très longtemps, au moins une quinzaine de générations, si vous voyez ce que je veux dire, Jetza a sauvé son village, a aidé sa famille, et du coup, cette famille a juré fidélité et a fait une promesse éternelle de fournir un accompagnant, en fait, à Jetza. Le premier accompagnant s'appelait Mirail, et a gravé son nom sur la lame. Donc on se doute que cette lame a une importance, mais pour l'instant on ne sait pas ce que c'est cette importance. Et il a gravé son nom, donc Mirail, dessus.
Et en fait, tous les descendants en fait, vont aller... chaque génération, il y a un guerrier qui va aller remplacer Mirail quand il est trop vieux. Et ils prennent tous le nom de Mirail avec juste un numéro et ils gravent leur ancien nom sur l'épée pour oublier leur propre identité et devenir le Mirail qui va servir Jetza. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, moi, ça me fait rire d'imaginer que c'est Jetza qui s'appelle tous Mirail parce qu'elle est incapable de se souvenir des noms des gens, parce que je pense que pour elle, 3 siècles qui passent, elle se rend pas trop compte qu'elle a changé 6 fois de Mirail entre-temps. Donc, elles s'appellent tous Mirail et ils ont décidé de faire comme tel, quoi. Voilà, moi, ça me fait bien rire d'imaginer ça de cette façon. Ensuite, on a Tannenbaum. Tannenbaum, c'est un cartographe qui du coup part explorer Malifaux. Encore une fois, on est là dans ce thème des grandes découvertes. C'est un peu ambiance Jules Verne, hein, la société des explorateurs. Et du coup, Tannenbaum, il va être là pour créer les nouvelles cartes de Malifaux. Et forcément, Tannenbaum, il est un peu pote avec Jetza, parce que Jetza, elle arrive à aller récupérer des cartes anciennes aux 4 coins du monde. Donc voilà. On a The Damned. Alors, The Damned, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? On ne sait pas vraiment. Ça ressemble pas mal à un December, un Blessed of December mort-vivant. Voilà. Dans la nouvelle, au début du bouquin, Jetza interroge une créature. Je suis pas sûr que ce soit cette créature-là, mais peut-être que c'est ça. Voilà, donc peut-être que c'est cette créature qui a l'air d'avoir pas mal d'informations, qui lui a bien compris qui est Jetza, et surtout a plein d'informations sur cette machine que Jetza essaie de recomposer. Ensuite, on a Ostera et Twig. Twig. Allez, on va l'appeler Twig. C'est quand Jetza a passé le portail de Malifaux, en fait, il y avait des restes. Alors c'est... on dirait que c'est des restes qui sont à l'intérieur du portail, la façon dont c'est raconté, à l'intérieur de la brèche elle-même. Donc peut-être dans cet espace entre les deux mondes que Ivan a plus ou moins exploré malgré lui. Et du coup, quand elle arrive de l'autre côté de la brèche, il y a cette femme, Ostera, et son hibou Twiggy, qui sont là. Qui est une mort vivante, hein, clairement, qui a été ressuscitée par les pouvoirs de Jetza. Jetza est assez surprise de cette situation. Et a priori, cette femme était venue à Malifaux attirée par la soif de magie, en fait, de pouvoir. Et tout ce qu'elle se souvient en fait, de sa mort, c'est un flash aveuglant, puis le néant total. Donc est-ce qu'elle est morte dans le passage de la brèche? Est-ce que... Voilà, aucune idée, on ne sait pas. Elle a passé beaucoup de temps auprès de Jetza et la magie de Malifaux l'a soignée en quelque sorte. Donc maintenant elle arrive à être indépendante de Jetza et à garder quand même sa forme... à rester vivante malgré l'éloignement de Jetza. Et du coup, elle part à l'aventure, un peu découvrir les trucs, tout en gardant toujours un contact avec Jetza. Donc c'est un petit peu l'avant-garde, elle va pouvoir partir loin, chercher un truc. Jetza peut lui demander parfois d'aller récupérer un artefact à un endroit, si elle sait que c'est ici et qu'elle est capable de le faire, hop, elle l'envoie toute seule. Et on a les Lamplighters, alors c'est des... On ne sait pas qui c'est. Voilà. On reste dans le truc hyper mystérieux, parce que si je donne pas d'infos, c'est trop classe. Lamplighters, c'est des créatures humanoïdes qui semblent être là depuis toujours. Alors comment est-ce qu'ils se sont attachés à Jetza ou le contraire? Aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que il y a pas mal de lanternes en fait partout dans la ville de Malifaux. La plupart, surtout dans le centre-ville, dans toute la partie qui a été aménagée par les terriens, ont été remplacées par de l'éclairage électrique ou des lampes à huile. Mais les lanternes qu'on va retrouver plus dans les zones de quarantaine, voire à l'extérieur de la cité ou dans des coins très reculés parfois, sont toujours allumées la nuit. On ne sait pas par quel miracle, etc. Si ce n'est que désormais on connaît l'existence des Lamplighters, qui sont ces êtres qui viennent allumer la lumière pour éclairer les ténèbres. Et donc, alors je suppose qu'il va y avoir quelque chose de très lié, parce que dans l'histoire, encore une fois, dans la petite nouvelle qui est au début, Jetza utilise à un moment une lanterne pour rassurer Mirail, Cornelius et Bernadette, en disant « Si vous pensez être perdu dans les ténèbres,
n'oubliez pas qu'il y a toujours une lumière pour vous guider. Et du coup, il y a une espèce de lanterne magique qui les devance, et quand ils commencent à voir des choses horribles, il y a des illusions, des trucs de cauchemar, etc., juste le fait de se focaliser sur la lanterne permet de les faire disparaître. Bon, Jedza, elle ressuscite tous les trucs morts qui tournent autour d'elle, et il y a le Grave Goo, qui est une espèce d'amas semi-conscient de restes de cadavres, voilà. Qui est une... Ouais, c'est vraiment un truc dégueulasse, quoi. Une espèce de gelée de cadavres, tu vois, avec des petits morceaux encore dedans, encore à l'intérieur. Donc ça suit Jedza. Elle peut s'en servir pour se défendre. Alors a priori, ce seraient des créatures qui auraient été créées par accident suite aux manipulations d'une technologie Neverborn. Avec des expériences nécromantiques à la clé, tout ça, machin. Et il y a mes petits chouchous, là, les Mourvrace. C'est des golems, des genres de petites entités. Voilà, c'est des golems faits de boue et d'ossements, semi-conscients. Et j'aime beaucoup le design, là. Enfin, tu vois, là c'est un golem de route, quoi, tu vois, t'as le panneau, le morceau de charrette, la boue, les pavés, enfin, j'adore le principe. Donc des petits golems comme ça qui sont décrits comme des trucs assez joyeux, finalement, qui vont suivre Jedza et l'aider dans ses aventures quand ils le peuvent. Ensuite, on a le syndicat. Donc, le syndicat, c'est la compagnie Condor Rails. C'est une compagnie ferroviaire qui s'installe à Malifaux. Donc, il y a Anya Likarayen, qui est la chef, la patronne. Donc, c'est une Amérindienne. Son père est décédé depuis peu. Elle a pris la tête de la compagnie. Et elle a une politique beaucoup plus agressive que n'avait son père. Donc elle veut vraiment imposer le chemin de fer de Condor Rails à Malifaux, et notamment voler des contrats à la guilde, etc. etc. Voilà. À côté de ça, bon, elle a une haine farouche pour le gouverneur, le gouverneur général, et elle est assez vindicative, quoi. Alors, elle est vindicative au point où elle a fait décrocher le logo de la compagnie, donc Sovereign, voilà, qui est un condor à 4 ailes, à 2 paires d'ailes, tout en métal. En fait, elle l'a fait décrocher pour en faire une arme vivante. Voilà, on dit que l'esprit de son père serait contenu à l'intérieur de Sovereign, qui serait là pour veiller au bien-être de la compagnie et des membres du syndicat. Mais du coup, elle l'utilise de manière beaucoup plus agressive, au final. Alors, on a Corvus Rook. Corvus Rook, c'est un mec qu'il faut pas trop fréquenter. Hein. Voilà. Il fait partie à la fois du département des Ungentlemanly Affairs et du syndicat. C'est le mec, ça se voit très bien sur le truc, c'est le mec qui est là pour faire les tâches ingrates, quoi. C'est le mec, quand un mec veut pas signer le contrat parce qu'il trouve que c'est pas à son avantage, t'envoies Corvus Rook, et le lendemain, le gars, il est d'accord pour signer. Il lui fait une offre qu'il ne peut pas refuser. Donc voilà, c'est un professionnel. Voilà, dans le plus cradingue qu'on peut imaginer. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette illustration, en fait. On voit le mec qui a les bras ensanglantés, qui est en train de remettre calmement sa cravate. Ça montre la classe du Department of Ungentlemanly Affairs. Winston Finnegan, très marrant comme personnage, ça. C'est un mec qui est devenu très riche, très chanceux. Voilà, d'un coup. Et donc qui est devenu très très riche par des manigances, par des investissements, des choses comme ça. Et ce qui est très drôle, c'est que ce Winston Finnegan, en fait, les gens qui l'ont connu il y a quelques années sont incapables de le reconnaître déjà, parce que Winston Finnegan, c'était un vieux gros, quoi, tu vois, un gros grassouillet qui aimait la bonne chair, qui avait plus de la cinquantaine, les cheveux gris et tout. Et là, on voit un mec en parfaite santé, plutôt beau gosse et tout machin, et beaucoup trop jeune en fait pour l'âge de Finnegan. Donc certains pensent que en fait c'est un fils illégitime de Finnegan qui aurait tué son père et qui aurait pris sa place, qui se fait passer pour lui. D'autres pensent qu'en fait il est mort dans l'incident du Star Theater, et il y a quelque chose d'autre qui porte sa peau.
qui se fait passer pour lui, en tout cas. Donc les surveilleurs, ce sont des gens qui se sont retrouvés à un moment enfermés dans une mine. En fait, ils exploraient une ancienne mine, ça s'est écroulé sur eux, et ils ont passé beaucoup de temps sous terre. Et en fait, ils ont respiré de la poussière de Soulstone. Et en fait, la poussière de Soulstone les a transformés afin qu'ils puissent s'en sortir. Donc, comment dire, ils ont muté avec la roche environnante autour d'eux et sont devenus une espèce d'êtres élémentaires comme ça qui peuvent durcir leur peau et foutre des pains. Donc, le problème, c'est qu'ils sont un peu défigurés. Ça reste des humanoïdes avec un faciès un peu terreux, voire rocailleux, quoi. Donc en termes d'interaction sociale, c'est pas top. Par contre, la compagnie les a recrutés pour en faire des hommes de main très efficaces, puisqu'après tout, le but est de rester compétitif. On a les opératives. Les opératives, c'est un peu les potes les potes de Corvus Rook. C'est des agents de terrain, espions, trucs comme ça, voilà. Donc, encore une fois, ils sont à la fois pour le syndicat et le département des Ungentlemanly Affairs, et voilà, ils font le sale boulot, sans se faire repérer, c'est des espions, infiltrateurs, etc., etc. Une petite pub pour le Condor Rise à Ridley. Le futur est en train de se faire, n'est-ce pas? Ensuite, on a Lucas McCabe, qui était déjà connu, qui était, il y a quelque temps, qui travaillait pour la guilde afin de faire amende honorable. Voilà, je crois qu'il devait se faire exécuter, et finalement, il travaille pour la guilde. Et pour les Ten Thunder, en fait, c'est un mec qui allait... c'est un chasseur de trésors. C'est Indiana Jones en vieux, on va dire. Et il allait récupérer des artefacts et ensuite, en fait, il était payé par la guilde pour aller chercher des artefacts et les leur ramener. Le truc, c'est qu'il était un petit peu dévoyé par les Ten Thunder, et finalement, avant de remettre les artefacts à la guilde, les Ten Thunder avaient un droit de regard dessus. Donc ils choisissaient ce qui leur plaisait, et après le reste était donné à la guilde, quoi. Voilà. Maintenant, il ne travaille plus pour la guilde, il a été viré par le nouveau gouverneur général, et c'est donc la société des explorateurs qui a décidé de le recruter. On a Luna. Luna, c'est son chien, enfin sa chienne en l'occurrence. C'est une chienne qui est très loyale, qui est toujours auprès de McCabe, et surtout c'est une chienne qui arrive à se démerder pour faire sortir McCabe de prison. C'est-à-dire, elle est capable d'aller voir son maître, les pattes ensanglantées et la clé de la cellule dans la bouche, quoi. Donc voilà, c'est une chienne qui a l'air beaucoup plus intelligente qu'il n'y paraît. On se doute qu'il y a une petite histoire d'âme ou de trucs comme ça. L'histoire de McCabe est assez triste. Sa femme est morte sous ses yeux et l'âme de sa femme a été aspirée dans sa propre Soulstone. Donc voilà, il y a une petite tragédie comme ça qui tourne autour de McCabe, et on se doute qu'il y a une petite histoire qui doit se passer avec Luna, à voir comment ce sera par la suite. Ensuite, on a Jessie Hallyday. Donc elle, c'est une botaniste qui arrive à Malifaux et qui va travailler en fait pour aller chercher des nouvelles plantes, les répertorier et les envoyer à la Société des Explorateurs. Alors elle découvre une Soulstone. Voilà, on voit qu'elle a la Soulstone à la main. Et on dirait qu'elle a une chance incroyable, elle arrive toujours à s'en sortir, et ses résultats sont toujours bons. C'est-à-dire, peu importe la mission qu'on lui donne, elle y arrive toujours. Donc là, on a décidé de l'envoyer avec McCabe explorer la cité engloutie, afin de voir ce qui va se passer. Et ils espèrent que le partenariat entre ces deux personnages sera fructueux, parce que McCabe n'est pas très bien vu dans la société. Je pense qu'ils sont au courant qu'ils travaillent pour le Ten Thunder, et du coup ils espèrent que mettre Jessie avec lui va permettre à la jeune femme déjà d'apprendre beaucoup d'expérience, parce que mine de rien McCabe c'est un filou, c'est un loupard, voilà quoi, la totale. Et surtout Jessie va peut-être remettre un petit peu dans le droit chemin McCabe, par son sérieux et par ses propres capacités, quoi. On va voir les Rough Riders, donc qui sont plutôt des Amérindiens, des cavaliers sauvages, qui étaient en fait des
des agents de la guilde en Amérique du Nord, à la base. Et finalement, ils travaillent plutôt pour la Société des Explorateurs, sûrement parce qu'ils sont mieux payés, puis que leurs arguments sont plus intéressants. Donc voilà, ce sont des cavaliers à cheval qui travaillent à la fois pour McCabe et pour Bass. Donc en fait, vous pouvez continuer à les jouer façon guild si vous jouez Cornelius Bass en mots-clés, en faction guild. On a les cryptologistes. Cryptologistes, c'est assez intéressant, c'est des mecs qui font des expériences avec des technologies anciennes Neverborn, qui datent pour la plupart de la période de la guerre des tyrans. Et donc on a des espèces de trucs biotechnologiques, voilà, un mélange comme ça de technologie, mais on n'est pas sur les membres robotiques qu'on va retrouver, par exemple dans le MSU ou les choses comme ça. Là, c'est vraiment une technologie alien, dans le sens où c'est une technologie étrangère, c'est une technologie inhumaine. Voilà. Donc c'est assez intéressant, et les mecs sont là pour explorer, en fait, c'est vraiment des explorateurs, des ingénieurs, qui sont à la recherche de nouvelles technologies, de nouvelles choses à redécouvrir. Ensuite, on va avoir les versatiles. Alors, il y a les effigies et émissaries, donc les intrépides. Donc, il y a cette sorte de petit lutin qui est là pour... intrépide, c'est le mot qui colle en fait à la Société des Explorateurs, c'est-à-dire c'est toujours vers l'avant, toujours pour découvrir des choses, toujours pour faire mieux, pour faire plus. Voilà. Et l'émissari est une sorte de statue de lion, donc très fier, avec un énorme bouclier, donc quelque chose qui va être défensif, qui est là pour protéger les explorateurs. On va voir Monsieur Ngatoro. Alors Monsieur Ngatoro, c'est le papa de Arata Ngatoro. Par contre, ils sont pas en bons termes tous les deux. Voilà. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais Arata n'aime pas son père, ne l'appelle même pas par son nom, préfère l'appeler Monsieur. Donc on sait qu'il y a eu quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Monsieur Ngatoro, c'est le bras droit, c'est l'homme à tout faire de Lady Janus. Donc il est directement impliqué dans les plus hautes sphères de l'organisation de la Société des Explorateurs. Ensuite, on a Vernon et Wells. Vernon et Wells, ce sont deux savants passionnés d'astronomie qui ont construit une machine, une espèce de monoroue, et qui sont là en fait pour découvrir l'astronomie propre à Malifaux, puisqu'avec ses deux lunes et avec ses étoiles placées différemment dans le ciel que sur Terre, il y a tout un champ à explorer, il y a tout à définir en fait sur ce truc, et donc le rôle de Vernon et Wells va être de créer en fait les cartes des étoiles de Malifaux, en fait, de comprendre les cycles lunaires, puisque ce sont des cycles, chaque lune a un cycle différent, donc comprendre l'influence des deux cycles et la redondance en fait de ces cycles, et réussir à tracer en fait la carte des étoiles et voir s'il y a des étoiles, des constellations qui vont être communes avec les constellations qu'on voit depuis la Terre, pour essayer de placer Malifaux dans l'espace par rapport à notre propre situation. On va voir le Bellop Porter. Alors lui, j'adore le design, là, le vieux robot rondouillard avec le petit gilet d'intendant, là, c'est impeccable. Bon, c'est un construct qui est là pour porter les bagages. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, il va être utile en fait pour tous les prospecteurs. Il va pouvoir s'occuper de porter des choses lourdes, il va pouvoir porter tout un campement sur son dos, il peut porter, comme il se fatigue pas, que c'est un construct et tout, il peut vraiment porter l'équipement de toute une troupe à la fois. On a les botanistes. Donc les botanistes, c'est un peu comme Jesse. On avait... Voilà, Jessie Hallyday, qui est une botaniste, mais là, ils ont un peu le même rôle qu'elle. C'est des gens qui sont amoureux de leurs travaux, vraiment. Ils vont découvrir de nouvelles espèces de plantes, ils vont tenter des croisements avec des plantes terriennes et des plantes de Malifaux, et ils vont faire grandir ces plantes, etc. Voire certains essaient d'utiliser ces plantes comme des armes de guerre. Donc là, ça devient un petit peu dangereux. On va voir les alpinistes. Les alpinistes, c'est un petit construct en forme de chèvre qui est là pour aider les explorateurs en fait dans la découverte notamment des nouveaux sommets. Donc c'est une machine qui est assez ancienne en fait, qui a été redécouverte dans les sommets des 10 pics.
et qui était là en train de rouiller en fait dans un coin. Donc ça a été créé, on ne sait pas par qui, mais il y a longtemps, et en fait on l'a redécouvert et on va la remettre à neuf. Alors il y a des ingénieurs qui ont essayé, en retrouvant des machines comme ça, qui ont essayé de les pimper un peu, qui ont essayé d'augmenter la capacité de leurs fourneaux, qui ont essayé d'équiper des armes dessus, des trucs comme ça. Ça n'a jamais fonctionné, il y a eu des catastrophes, des trucs comme ça, donc il y a quelque chose de bizarre avec ces machines, faut le dire. On a les Hopeful Prospects, c'est les gens qui rejoignent, c'est les nouveaux arrivants dans la société, donc les gens qui doivent faire leurs preuves, mais qui ont leur carte de membre, quoi. Et en termes de jeu, c'est assez rigolo, parce que c'est des gars, s'ils arrivent à tuer quelqu'un, ils deviennent un minion de votre mot-clé. C'est assez sympa. Donc voilà, bon après on a les upgrades, hein, c'est pas très intéressant en termes d'histoire. On va s'arrêter là pour l'histoire. Moi en tout cas je vois quelque chose se dessiner, alors c'est juste une supposition, on verra si l'avenir me donne raison ou pas, mais pour moi la direction que Gretchen Janus donne à la Société des Explorateurs est très mystérieuse, et surtout elle est vraiment centrée sur la découverte d'artefacts, d'anciennes technologies, de l'histoire des tyrans aussi. Donc je pense que soit ses intentions sont nobles et elle essaie de trouver une solution pour lutter efficacement contre les tyrans et contre le Burning Man qui est apparu sur Terre, ce qui collerait avec l'histoire de Maxine et de son équipage. Soit, et c'est plus probable à mon avis, elle va tenter de devenir un tyran elle aussi. Elle est au courant de ces histoires, elle est peut-être même au courant de ce qui arrivait à l'ancien gouverneur général, je vous reparlerai de ça un jour en détail, et peut-être qu'elle va tenter l'ascension elle-même et qu'elle réunit les artefacts nécessaires pour faire ça. Mais ça, c'est vraiment juste une supposition, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de références à des technologies Neverborn, aux tyrans eux-mêmes, ou des choses comme ça, donc à des choses très anciennes. Il y a le côté archéologique qui est très présent, archéotechnologie, j'ai envie de dire, hein. Du coup, je suppose, moi je sens qu'il y a un truc qui pue, et je pense que cette Lady Janus, elle va tenter l'ascension. Voilà. On verra ce que ça nous dira. Vous, à votre avis, qu'est-ce que Lady Janus essaie de faire là, en manipulant toute cette société des explorateurs ? N'hésitez pas à me donner vos suggestions dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour la partie contexte narratif de la Société des Explorateurs. Encore une fois, merci beaucoup à Weird de m'avoir offert ce livre. Même s'il arrive en retard, c'est pas grave, c'était quand même une chouette attention, ça me fait plaisir. Ça veut dire que Weird prête attention à la chaîne, et ça c'est super cool. Et vous savez quoi, si vous voulez qu'il se passe encore plus de trucs sur la chaîne grâce à Weird, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et si vous avez envie même de la partager auprès de Weird pour lui dire « Hey, il y a cette vidéo qui a été faite », ça me ferait super plaisir aussi. Voilà. En attendant, on se retrouve sur les réseaux comme d'hab, et si vous avez envie de me donner un petit coup de main, il y a mon Tipeee, ou alors tout simplement, comme je vous ai dit, partagez, likez, commentez, ça m'aidera beaucoup aussi. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.